Il fait soir, et au-dessus des ruines du Colisée à Rome s'allument les lumières dorées des lampadaires. La silhouette de l'ancien amphithéâtre se dresse contre le ciel comme un témoin muet de la gloire antique. Ce colosse de pierre défie le temps depuis près de 2000 ans et ne cesse de fasciner. Aujourd'hui, des foules de touristes passent autour de lui, prennent des photos et s'émerveillent, et bien peu d'entre eux connaissent dans le détail l'histoire de sa construction, pleine d'efforts et de génie. Comment est-il possible qu'il tienne encore debout? Qui l'a construit et de quelle manière? Dans la Rome antique du 1er siècle de notre ère naît une construction qui, par sa monumentalité, coupe le souffle aux gens d'alors comme d'aujourd'hui. Le Colisée romain, énorme amphithéâtre au milieu de la ville éternelle, était le plus grand amphithéâtre du monde antique et représente encore aujourd'hui l'arène la plus vaste jamais construite, et est devenu en même temps le symbole du génie ingénieur de l'Antiquité et stupéfie encore aujourd'hui par sa taille et sa réalisation. Bien que nous le connaissions comme lieu de jeu de gladiateurs et de spectacles grandioses pour des milliers de spectateurs, la question demeure souvent de savoir comment une telle construction a pu être édifiée avec les technologies de l'époque. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les anciens Romains ont réussi en moins d'une décennie à construire à partir de rien le plus grand amphithéâtre de leur époque. Nous décrirons ensemble les circonstances historiques de sa création, les matériaux de construction et techniques utilisés, et nous jetterons un regard dans les coulisses du chantier du Colisée, où travaillait quotidiennement un nombre incroyable de personnes. Dans un moment, nous révélerons aussi quels éléments ingénieux étaient cachés sous l'arène et au-dessus des gradins de cette construction, et enfin nous verrons quel héritage le Colisée nous a laissé jusqu'à nos jours. Dans un instant, nous nous transporterons dans le temps de près de 2 millénaires en arrière, directement au milieu du Rome animé de l'ère des empereurs. Imaginons le bruyant Forum Romanum, rempli de gens, et à côté de lui, une agitation inhabituelle. Un énorme chantier de construction, autour duquel se tiennent des ouvriers sur des échafaudages, et résonnent les cris d'ordres en latin. Comment en est-on arrivé à ce que, justement, ici s'élève un géant de pierre, surnommé plus tard le Colisée? Au début de notre histoire se trouve la chute d'un dirigeant tyrannique et le coup habile d'un nouvel empereur qui voulait gagner la faveur du peuple. Commence notre récit sur la naissance du Colisée, construction unique qui changea à jamais le panorama de Rome. Nous sommes en l'an 70 de notre ère, et Rome se remet d'une période de chaos après la mort de l'empereur Néron. Celui-ci avait laissé derrière lui une ville marquée par un grand incendie et un projet mégalomane, la soi-disant Maison dorée, Domus Aurea. Cet énorme palais aux murs dorés et lacs artificiels était fermé aux Romains ordinaires et était devenu le symbole de la tyrannie de Néron. À l'intérieur de ce complexe palatial avec de vastes jardins, des salles décorées et des œuvres d'art, Néron s'était même fait construire un lac artificiel, pour lequel il avait accaparé d'énormes terrains au centre de Rome pour son plaisir privé. Maintenant cependant, monte sur le trône l'empereur Vespasien, premier dirigeant de la nouvelle dynastie flavienne, à laquelle appartenaient aussi ses fils Titus et Domitien. Vespasien était un chef pratique et populaire, qui se rendait compte qu'il devait réparer les dégâts causés par Néron et regagner le soutien des Romains ordinaires. Il décida donc d'un geste audacieux, rendre la précieuse terre au peuple et en même temps offrir à la population romaine quelque chose qu'elle aimait. Un divertissement public grandiose. À l'endroit où s'étendait le lac de Néron, Vespasien avait l'intention de construire un amphithéâtre grandiose pour des dizaines de milliers de spectateurs. Cet amphithéâtre fut plus tard connu comme le Colisée, mais à cette époque, on l'appelait simplement l'amphithéâtre flavien, en latin amphitheatrum, Flavium, d'après la famille impériale des Flaviens. Le choix du lieu était profondément symbolique. Là où l'empereur précédent jouissait du luxe seulement pour lui, s'élèverait une arène servant le peuple. Selon les historiens romains, il s'agissait d'un coup de propagande réfléchi. Vespasien démontrait ainsi que le nouveau régime rendait la ville aux habitants et veillait à leur bien-être. En même temps,
La construction colossale devait montrer au monde la puissance et la grandeur de l'Empire romain. L'empereur voulait expressément que son amphithéâtre éclipse tout ce qui s'y trouvait jusque-là. D'ailleurs, en latin ancien, Colosseum signifiait énorme, et c'était exactement l'impression que devait produire le nouvel amphithéâtre. La construction d'un si grand amphithéâtre exigeait cependant d'énormes ressources. Heureusement pour Vespasien venait de se terminer la guerre victorieuse en Judée, 66 à 70 de notre ère, et un riche butin affluait vers Rome. Le financement du Colisée fut en grande partie couvert par le butin de guerre de Jérusalem, y compris l'or pillé dans le temple juif. Aussi arrivèrent à Rome des milliers de prisonniers de guerre, qui devaient devenir la main-d'œuvre pour les constructions ambitieuses. Les sources historiques suggèrent que Vespasien, grâce à cela, n'eut pas besoin de puiser dans le trésor impérial. Les coûts furent couverts par le butin de guerre et le travail des esclaves. D'ailleurs, l'inscription dédicatoire sur l'amphithéâtre proclamait plus tard qu'il avait été construit avec le butin, ex manubiis. Vespasien posa donc la première pierre de cette construction vers l'an 72 de notre ère, et lança le projet du Colisée, qui continua même après sa mort. Son fils Titus poursuivit l'œuvre, et son frère cadet Domitien acheva les derniers aménagements. Imaginons ce moment. Vespasien se tient entouré d'architectes et de constructeurs à l'emplacement de l'ancien lac. Il prononça peut-être quelques mots sur la façon dont son amphithéâtre deviendrait un don pour le peuple romain et un monument éternel de la gloire de Rome. Après que les offrandes traditionnelles furent sacrifiées aux dieux et que la première pierre fut symboliquement posée, les travaux purent commencer pour de bon. Naturellement, une tâche difficile attendait d'abord les constructeurs, assécher et préparer le terrain de l'ancien lac de Néron. L'Empire romain avait déjà construit plus d'un amphithéâtre dans le passé. De plus petites arènes existaient dans d'autres villes, et un ancien amphithéâtre en bois s'était autrefois dressé à Rome même, avant de brûler. Mais un projet si grand au cœur même de la ville était quelque chose de nouveau. Dans un moment, nous apprendrons comment les ingénieurs romains se débrouillèrent avec le terrain marécageux, et à quoi ressemblaient les fondations mêmes du Colisée. Les architectes mesurèrent d'abord soigneusement le plan de la future arène. À l'aide de cordes et de piquets en bois, ils tracèrent au sol une ellipse presque parfaite d'environ 189 mètres de long et 156 mètres de large. Ils utilisèrent peut-être aussi le truc connu avec deux foyers, reliés par une ficelle, qui permet de dessiner une forme ovale précise directement dans l'argile. Ce n'est qu'alors que vinrent les travaux de terrassement proprement dits. Il fallait creuser et établir des fondations massives. Le chantier du Colisée se trouvait dans une cuvette située en contrebas, entre les collines du Palatin, de l'Esquilin et du Caelius. Là où clapotait autrefois le lac de Néron, restait un sol détrempé et de l'argile alluviale. Cependant, les Romains étaient des ingénieurs maîtres et savèrent bien que des fondations stables étaient la clé du succès d'une construction si massive. La première étape fut donc d'assécher et de consolider soigneusement le terrain. Selon les estimations des chroniqueurs antiques, il fallut environ une année entière pour réussir à vider et drainer le lac artificiel. L'eau de l'ancien réservoir fut évacuée par des canaux vers le fleuve Tibre et les ouvriers pompèrent progressivement l'humidité du sol. Au fond resta un sous-sol argileux qu'il fallait stabiliser. Les ingénieurs conçurent donc une couronne de fondations monumentales. Ils creusèrent pour elle un énorme fossé ovale d'environ 31 mètres de largeur et 6 mètres de profondeur environ sur tout le pourtour de la future arène. Cette tranchée décrivait le plan de l'ellipse qu'a le Colisée. La longueur de l'ellipse était d'environ 189 mètres et la largeur de 156 mètres. Dans les fondations creusées, fut alors déposé un mélange de pierres, de gravier et de mortier romain spécial appelé opus cementitium, béton ancien. Les Romains savaient déjà à cette époque fabriquer du béton qui pouvait durcir même sous l'eau. Ils utilisaient pour cela un mélange de chaux et de cendres volcaniques, pouzzolane, qui créait un béton hydraulique. C'était justement ce matériau qui était idéal pour fonder une construction dans un sol détrempé,
car il résistait à l'humidité, et après durcissement formait un bloc solide monolithique. Pendant de nombreux mois donc, les ouvriers mélangèrent le mortier calcaire avec les granulats et le stratifièrent dans le fossé de fondation. Les historiens estiment que dans les fondations du Colisée se trouvent environ 13 mètres d'épaisseur de couches de béton et de pierre, qui forment une puissante plateforme annulaire sous tout le plan de l'arène. Autour de cet anneau furent en outre édifiés des murs de soutènement massifs en briques pour que la fondation garde la forme requise et ne s'étale pas sur les côtés. Le résultat final fut un anneau ovale monolithique de fondation d'environ 80 x 50 mètres de diamètre, qui distribuait le poids de la future construction uniformément dans le sol. La réalisation de telles fondations exigea une quantité énorme de matériaux et de temps. Selon les archéologues modernes, près de 250 000 mètres cubes de béton et maçonnerie romains furent utilisés ici, littéralement, des centaines de milliers de tonnes de matière. En pratique, cela signifiait organiser toute une petite industrie. On brûlait des tonnes de chaux pour le liant. On amenait des cendres volcaniques des environs de Naples et de la pierre de carrière pour la broyure. Sur le chantier se déplaçaient sans cesse des ouvriers avec des civières et des brouettes pleines de mortier, que d'autres groupes compactaient et lissaient immédiatement. Imaginons cet effort de fourmis. Selon certains témoignages, jusqu'à 1000 ouvriers travaillaient jour après jour sur les fondations. Ils creusaient, mélangeaient et bétonnaient pour préparer le sous-sol colossal. La prudence était de mise. La fondation devait parfaitement durcir avant qu'on commence à construire dessus. Il est effectivement rapporté qu'environ au bout d'un an, les fondations furent posées et prêtes à porter l'énorme charge. Dès que l'anneau de fondation durcit et que les ingénieurs furent donc satisfaits que la surface soit stable, on put procéder à la partie hors sol de la construction. Cependant, les défis ne s'arrêtèrent pas là. Au contraire, c'est maintenant que commençait la vraie opération de construction. Il fallait se procurer une quantité énorme de matériaux de construction et planifier dans le détail la construction même de l'amphithéâtre. Dans un moment, nous verrons d'où se transportaient vers Rome les blocs de pierre, le bois et autres matières premières pour le Colisée, et quelle logistique complexe devait y correspondre. Toute grande construction est aussi bonne que sont bons les matériaux utilisés en elle. Les Romains eurent de la chance avec les ressources. Dans les environs de Rome, comme dans l'empire plus large, était disponible tout le nécessaire. Les architectes du Colisée choisirent soigneusement les matériaux, en tenant compte de leurs propriétés, et les répartirent de façon que la construction soit solide, mais pas inutilement lourde. Travertin, calcaire solide, de couleur blanc crème à jaune, qui formait la principale pierre de construction du Colisée. Il était extrait dans les carrières près de Tibur, l'actuel Tivoli, à environ 20 km de Rome, et était utilisé pour les piliers porteurs, les arcs et les murs extérieurs. Il en fallait une quantité énorme, environ 100 000 mètres cubes, soit 240 000 tonnes, et c'était la plus grande utilisation ponctuelle de pierre dans la construction antique. Chaque gros bloc pesait plusieurs tonnes. Un chariot transportait souvent un seul bloc. Tuf, pierre volcanique, poreuse, plus légère que le travertin. Il était utilisé pour les murs intérieurs et cloisons moins sollicitées. Le tuf donnait à la construction une certaine souplesse, ce qui aidait lors de tremblements de terre, mais n'était pas aussi résistant au feu. Béton romain, opus caementicium, mélange révolutionnaire de chaux, d'eau et de cendres volcaniques, pouzzolane, avec ajout de broyat, qui durcit même sous l'eau. Le béton remplissait les voûtes et murs du Colisée et formait le noyau caché de la construction. Grâce à lui, les Romains purent construire des couloirs et tribunes voûtées complexes sans utiliser de colonnes intérieures. Au total, on estime jusqu'à 250 000 mètres cubes de béton et maçonnerie utilisés dans le Colisée. Briques. Les briques cuites étaient utilisées principalement dans les étages supérieurs et comme revêtement extérieur des murs en béton. Elles étaient plus légères que les blocs de pierre et permettaient une construction plus rapide. Le béton était coulé dans un coffrage en briques.
Beaucoup de briques portèrent sur leur surface des marques de fabricants ou de légions, ce qui permet aujourd'hui aux archéologues de dater les différentes parties de la construction. Marbre. Le marbre blanc, par exemple de Carrare, était utilisé pour les décorations, revêtements et sièges VIP. Les premiers rangs de place, pour les sénateurs, avaient des fauteuils en marbre. En marbre étaient aussi certaines colonnes et ornements. Le Colisée était aussi orné de nombreuses statues dans les niches, qui étaient en marbre ou terre cuite et peintes de couleurs vives. Bois, le bois massif, probablement du chêne, servait à construire les échafaudages, rampes et constructions pendant la construction. Les mâts et vergues du vélarium, toit de toile, étaient aussi en poutres de bois, et le plancher entier de l'arène était fait de planches, qui étaient saupoudrées de sable. Fer et bronze, ces métaux étaient utilisés pour les éléments de liaison. Dans les pierres du Colisée furent insérées des milliers d'agrafes en fer, qui reliaient les blocs ensemble. Elles étaient là coulées avec du plomb. Au Moyen Âge, ces métaux furent arrachés de la maçonnerie, ce qui trahit encore aujourd'hui les petits trous des agrafes sur les blocs de travertin. Le matériau était donc sur place. Maintenant, il fallait tout mettre en réalité. Dans un moment, nous jetterons un regard sur le chantier même du Colisée et ferons connaissance avec l'armée d'ouvriers, esclaves et artisans qui réalisèrent la construction. Le Colisée ne naquit pas tout seul. Derrière sa construction se trouvait une énorme masse de travail humain. L'organisation d'un si grand projet ressemblait littéralement à une campagne militaire. Mais au lieu de combattre, on coordonnait la construction. L'historien romain Suétone rapporte que l'empereur Vespasien divisa les travaux sur le Colisée entre 4 équipes principales de constructeurs, peut-être pour accélérer le progrès. Il est probable que chaque groupe était chargé d'un cadran de la construction ovale, approximativement les parties nord, sud, est et ouest. Ces équipes travaillaient simultanément, si bien que l'amphithéâtre s'élevait du sol parallèlement sur plusieurs fronts. La base de la main-d'œuvre était constituée d'esclaves, surtout des prisonniers de guerre. De la Jérusalem conquise et des environs furent amenés à Rome selon les estimations des dizaines de milliers de captifs, dont beaucoup furent affectés au travail pénible dans les carrières et sur les chantiers. Ces gens, venant souvent de terres lointaines, se retrouvèrent au centre de l'Empire, et leur sort fut d'aider à ériger le monument de l'empereur. On ne peut omettre que le travail sur le Colisée était pénible et dangereux. Pour les esclaves, cela signifiait la peine de l'aube au crépuscule, porter des fardeaux, tailler la pierre ou mélanger le mortier, et cela par tous les temps. Mais à côté des esclaves collaboraient au projet aussi des artisans et ouvriers romains libres. Pour beaucoup d'habitants pauvres de Rome, une si grande construction était l'occasion de gagner sa vie comme manœuvre ou spécialiste d'un certain métier. Il ne faut pas s'imaginer que les esclaves firent absolument tout le travail. La direction et les tâches spécialisées étaient exécutées par des constructeurs expérimentés, qui avaient le statut d'artisans ou d'ingénieurs. Sur le Colisée travaillaient donc des maîtres maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, mais aussi des architectes et géomètres, arpenteurs. La construction romaine était étonnamment professionnelle. Il existait des corporations spécialisées et des équipes de projet qui voyagèrent pour des commandes dans tout l'Empire. Il est tout à fait possible que pour la construction du Colisée furent appelés aussi des spécialistes d'autres parties de l'Empire qui avaient l'expérience de la construction d'amphithéâtres à plus petite échelle. Le nombre total de personnes qui participèrent à la construction était énorme. Les estimations modernes parlent de 20 à 30 000 personnes qui pouvaient travailler simultanément sur le chantier et dans les carrières. De ceux-là, quelques milliers directement sur le lieu de construction et d'autres milliers dans l'infrastructure, dans les carrières, sur les routes de transport, dans les entrepôts de matériaux et dans les ateliers. Imaginons les scènes de la réalité d'époque. Des centaines d'ouvriers poussent des chariots avec de la pierre sur des rampes provisoires en bois. D'autres enchaînent, passent des briques dans des paniers de main en main et les montent lentement sur les échafaudages. Des groupes de forgerons, dans des forges de campagne près du chantier, forgent des agrafes en fer et réparent les outils.
Des charpentiers un peu plus loin assemblent des poutres pour les échafaudages et renforcent les constructions. Des centaines d'autres esclaves peinent dans les carrières près de Tibur, où ils arrachent de la roche encore et encore des blocs de travertin. Tout ce brouhaha s'accompagne des cris des contremaîtres et des bruits rythmés des marteaux et ciseaux. Diriger une telle foule de gens exigeait un commandement capable. À la tête du projet se trouvait très probablement l'architecte principal, concepteur, et sous lui, plusieurs contremaîtres et chefs d'équipe pour les différentes parties de la construction. Les Romains avaient à la hiérarchie, sur le chantier bien développé, des contremaîtres supérieurs, souvent des affranchis ou ingénieurs libres, jusqu'aux chefs d'équipe, qui dirigèrent de plus petits groupes d'ouvriers ou d'esclaves. La communication se faisait en latin, mais il est possible que sur le chantier multinational résonnait aussi le grec, que maîtrisaient les techniciens instruits, et d'autres langues parmi les ouvriers eux-mêmes. La motivation des travailleurs différait naturellement. Les esclaves étaient poussés par le fouet, et la perspective que s'ils survivaient au travail, peut-être les attendait un jour comme récompense l'affranchissement. Les ouvriers libres étaient payés, et peut-être les tirait aussi une certaine fierté de participer à une construction si grandiose pour la gloire de Rome. L'empereur Vespasien pouvait en outre rassurer le public en disant que l'agitation de la construction donnait des moyens de subsistance à beaucoup de gens. On résolvait ainsi aussi le problème du chômage dans la ville. En ce sens, le Colisée servait vraiment comme construction d'utilité publique, déjà pendant sa construction. N'oublions pas non plus les témoignages qui nous disent que les travaux progressaient très rapidement. En seulement 7 à 8 ans depuis le début, la majorité de l'amphithéâtre était terminée. C'est un rythme stupéfiant pour une œuvre si colossale. Cela témoigne d'une organisation efficace et d'un engagement ininterrompu des forces de travail. La division ingénieuse des tâches entre 4 équipes et l'utilisation de la préfabrication, pierres amenées déjà taillées, briques depuis longtemps, cuites, éléments en bois préparés d'avance dans les ateliers, permirent de raccourcir le temps de construction au minimum. En comparaison avec certains autres projets antiques, par exemple les pyramides égyptiennes ou les temples grecs, qui se construisaient même pendant des dizaines d'années, le Colisée fait l'effet d'un projet éclair. Les Romains eux-mêmes étaient fiers de cette rapidité. Le poète Martial en l'an 80 de notre ère nota avec admiration que tandis que diverses œuvres antiques naissaient pendant des siècles, l'amphithéâtre flavien poussa presque du jour au lendemain pendant une génération impériale. Même avec la technique moderne, la construction d'un stade si vaste durerait plusieurs années. Si nous nous en rendons compte, cela fait d'autant plus ressortir ce que les Romains accomplirent seulement avec la force humaine et animale. Des centaines d'ouvriers, des tonnes de matériaux, une planification soigneuse, tout cela se réunit sur le chantier en un ensemble harmonieux. Maintenant donc allons voir comment concrètement se déroula la construction du Colisée, étape par étape, et quelles techniques de construction utilisèrent les Romains. Comment réussirent-ils à élever les murs à une hauteur de près de 50 mètres? Quels outils utilisaient-ils pour manipuler des blocs de pierre si lourds? Tout cela, nous le révélerons dans le chapitre suivant. Un profane pourrait penser que les Romains durent improviser lors d'un projet si inouï, mais le contraire est vrai. Le Colisée s'appuya sur une longue tradition de construction romaine. Les arcs, voûtes et constructions en béton. Les Romains les avaient déjà expérimentés sur des bâtiments antérieurs, et maintenant ils les utilisèrent à une échelle inédite. La construction du Colisée progressa comme une machine dirigée avec précision. Les fondations étaient bientôt terminées, et il était temps d'ériger la construction hors sol. Les Romains s'appuyaient sur des éléments architecturaux éprouvés, surtout sur les arcs et voûtes, qui ne sont pas seulement esthétiques, mais surtout transmettent la charge très efficacement. Le Colisée est essentiellement un ensemble de dizaines d'arcs assemblés en plan elliptique. Ce sont justement les arcs et voûtes qui permirent à la construction d'atteindre des dimensions énormes et en même temps de créer des espaces intérieurs pour les couloirs et tribunes. Comment donc les Romains procédèrent-ils lors de la construction?
Sur le pourtour du plan ovale, ils commencèrent à construire le mur extérieur avec des arcades. Les murs extérieurs du Colisée forment 3 étages d'arcs ouverts, arcades, les uns au-dessus des autres. Le 4e étage le plus haut est formé d'un mur plein, avec des petites fenêtres. Il fallut donc d'abord élever les piliers massifs et arcs du niveau du rez-de-chaussée. Les constructeurs s'aidaient d'échafaudages et d'armatures en bois. Pour chaque arc fut construite une charpente en bois, un gabarit, appelé cintre, qui copiait la forme du futur arc. Sur ce support, les ouvriers posaient alors les blocs de pierre en travertin, un après l'autre, soigneusement taillés pour s'emboîter. Les pierres formaient progressivement l'arc, et au sommet, au centre de l'arc, les constructeurs plaçaient la soi-disant clé de voûte, pierre finale en forme de coin, qui verrouillait tout l'arc et le maintenait ensemble. Dès que la clé de voûte était en place, le support en bois pouvait être retiré, et l'arc tenait par sa propre force. De cette façon, arc après arc, grandit l'arcade du rez-de-chaussée autour de tout l'ovale. Entre les arcs restaient des ouvertures pour les futures 76 entrées ordinaires pour les spectateurs. 4 entrées principales pour l'empereur et l'élite étaient des plus larges et richement décorées. Quand ils terminèrent un niveau, vint la construction du 2e étage d'arc directement au-dessus du premier. Ici, le processus se répétait. Ériger les échafaudages, assembler les pierres de l'arc, placer la clé de voûte. Les sources romaines ne nous ont certes pas laissé de journal de construction détaillé, mais la logique veut que tout se déroulait avec fluidité et simultanément. Quand les arcs terminés du premier étage fournirent un appui, on construisait déjà le 2e étage, et bientôt aussi le 3e. Les artisans ne tentèrent pas d'abord de construire le mur extérieur à pleine batte dans l'hauteur séparément. Cela aurait été extrêmement instable. Au lieu de cela, ils élevaient toute la construction couche par couche, pendant que montaient les arcades extérieures. Se construisaient simultanément aussi les murs intérieurs et voûtes, ce qui fournissait solidité et stabilité à tout le complexe. Outre le mur extérieur, se construisait simultanément aussi la structure intérieure du Colisée. À l'intérieur de l'amphithéâtre, il n'y avait en effet pas d'espace vide. Au contraire, il existait là une quantité de murs radiaux et de couloirs concentriques qui soutenaient les galeries et tribunes. Ces murs intérieurs étaient en partie en pierre, tuf, et en partie coulés en béton dans un coffrage en bois. Ainsi naissaient par exemple les escaliers en spirale et couloirs, appelés vomitoria, par lesquels les spectateurs entraient et sortaient. Le terme vomitorium en latin signifie littéralement vomissement. Les gens en étaient vomis dehors en quelques minutes. Beaucoup de ces murs formaient en même temps un appui pour les tribunes de siège au-dessus. Le Colisée, grâce à cela, n'avait besoin d'aucun support au milieu. Tout le poids des gradins était porté par les murs périphériques et intérieurs, si bien que l'arène restait un énorme espace libre, et les spectateurs avaient une vue sur l'action, sans rien qui la trouble. Tandis que l'enveloppe extérieure était de maçonnerie et représentative, à l'intérieur, on jouait sur la fonctionnalité et la rapidité de construction. Les briques et bétons permettaient d'élever rapidement les murs, sans attendre la longue taille des blocs. Pour atteindre la hauteur et manipuler les lourds fardeaux, les Romains déployèrent sur le chantier la technique de pointe de l'époque, grues et treuils en bois. Les découvertes archéologiques et représentations confirment l'existence de grandes grues de chantier dès l'Antiquité. Ces grues étaient assemblées de solides poutres en bois et de poulies. À l'intérieur d'elles se trouvait un mécanisme treadwheel, roue géante, dans laquelle entraient 2 à 3 esclaves et par leur marche actionnaient l'enroulement de la corde. Une telle grue pouvait soulever un bloc de pierre pesant plusieurs tonnes à une hauteur considérable. Sur le Colisée, les grues étaient probablement déplacées et ancrées progressivement à différents endroits. Au début, elles se dressaient au sol près des murs en construction, plus tard directement sur les sommets des murs et arcs terminés, d'où elles tiraient le matériau vers les étages supérieurs. Nous pouvons imaginer que dès qu'était terminée une partie de la première galerie d'arcs, les constructeurs plaçaient sur les piliers solides de cette galerie des mécanismes de grues.
pour pouvoir plus facilement hisser pierres et briques au deuxième et troisième étage. Imaginons cette coordination. Tandis qu'en bas d'autres chariots amenaient des pierres, en haut, sur les échafaudages, se balançaient les bras de grue et soulevaient le matériau de construction, là où indiquait le chef de chantier. Les ouvriers sur les plateformes installaient alors les blocs dans un lit de mortier ou à sec et les alignaient avec des marteaux précisément en rang. Aux joints entre les pierres, ils inséraient des agrafes métalliques et les coulaient avec du plomb. On entendait le sifflement du plomb fondu et le tintement du métal, comme les martelets enfonçaient les connexions. Pendant ce temps, les maçons coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction. Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois, dans les parties intérieures de la construction.
Des seaux coulaient le béton dans des formes en bois dans les parties mélange gris, et remplissaient l'espace entre les murs de briques. Toute la construction montait vers le haut, comme grandit un stade aujourd'hui, sauf que tout se faisait à la main et à l'aide de machines mécaniques simples. Les niveaux romains, fils à plomb et équerre, déterminaient la bonne position et verticalité des murs. Les arpenteurs avec la groma, instrument pour mesurer les angles droits, contrôlaient que le plan elliptique était respecté et que les parties opposées de la construction convergeaient symétriquement. Il était crucial que les 4 sections construites par différentes équipes se rencontrent au milieu sans grandes imprécisions. On peut supposer que les architectes avaient des plans détaillés et utilisaient aussi des cordes et piquets pour le contrôle de mesure des rayons des courbes. Malgré les meilleurs efforts, le travail sur le Colisée était risqué. Les chroniques conservées n'écrivent certes pas beaucoup sur les accidents, mais ils se produisaient sans doute. Pour les chroniqueurs de l'époque, cependant, ces accidents du travail ne valaient pas la peine d'être mentionnés. Alors nous n'en apprenons rien. Même ainsi, on peut cependant deviner qu'il arriva parfois une chute d'échafaudage ou l'effondrement d'une partie de mur, ce qui pouvait signifier blessure et même mort pour les ouvriers. La sécurité du travail au sens d'aujourd'hui n'existait pas. La seule motivation était la menace de châtiment ou la perte de salaire. Même ainsi, la construction continua avec succès, ce qui témoigne de l'habileté des maîtres constructeurs romains et de la discipline des ouvriers. Quand furent élevés 3 étages d'arcades, et au-dessus d'eux encore le 4e, étage attique avec des petites fenêtres, se dessina devant les yeux des Romains une silhouette inouïe. Le Colisée atteignait une hauteur de près de 48 à 50 mètres. Cela correspond environ à la hauteur d'un bâtiment de 15 étages. Tout cela était construit en pierre, briques et béton, et orné de colonnes. Sur la façade apparurent dans des colonnes semi-circulaires en 3 styles. En bas, les simples toscanes, variantes romaines du dorique. Au 2e étage, les plus élégantes ioniques. Et au 3e, les richement décorées corinthiennes. Le 4e étage était alors orné de pilastres corinthiens, et entre eux étaient placés de grands boucliers en bronze comme décoration. Dans les niches du 2e et 3e étage, les constructeurs installèrent les statues mentionnées. Déjà lors de l'achèvement de la construction brute, le Colisée faisait impression non seulement comme miracle d'ingénierie, mais aussi comme œuvre d'art. Il ne faut pas oublier non plus d'autres détails, par exemple dans l'arène même, au niveau du terrain à l'intérieur de l'ovale. Il fallait construire certains éléments après coup. Pendant les premières années de fonctionnement du Colisée se révéla le besoin d'infrastructures sous l'arène, et ainsi fut ajouté plus tard tout un labyrinthe souterrain. Nous reviendrons encore à ces aménagements dans la partie suivante. Mais avant de nous plonger dans les souterrains du Colisée, restons encore un moment en surface. La construction brute est achevée, et nous attendent les étapes finales, création de la surface même de l'arène, installation des sièges et aussi de l'unique toiture des gradins. Dans un moment dont nous verrons les secrets sous le plancher de l'arène, et le grandiose baldaquin au-dessus des têtes des spectateurs, qui rendait le Colisée encore plus étonnant. Quand le Colisée arriva à la phase d'achèvement, se trouvait à l'intérieur de l'ovale une vaste surface, l'arène. À l'époque de l'ouverture du Colisée en l'an 80 de notre ère, l'arène était apparemment un plancher en bois plat couvert de sable en latin arena, d'où le mot arène. Sous ce plancher cependant au début, il n'y avait rien d'autre. L'espace dessous était vide ou seulement avec de menus supports. Cela permit d'organiser aussi une attraction spéciale. Peu après l'ouverture, l'empereur Titus présenta, paraît-il, dans l'arène une bataille dite navale, Nomachie, quand la surface fut inondée d'eau, et sur elle manœuvraient des bateaux. Le poète romain Martial, témoin oculaire, écrit que l'amphithéâtre sait en un instant se transformer de terre ferme en mer, et de nouveau en arrière. Apparemment donc, les ingénieurs utilisèrent les restes du système hydraulique de l'ancien lac de Néron. L'arène pouvait être raccordée à un aqueduc ou canal, par lequel on pouvait rapidement la remplir d'eau, et ensuite l'évacuer par les mêmes canaux dans les égouts de la ville. Après un tel spectacle ponctuel, cependant, revinrent les charpentiers, pour préparer un plancher solide,
Les jeux ordinaires à venir exigeaient une arène standard avec du sable. L'empereur Domitien, qui arriva au pouvoir en l'an 81 de notre ère, fit alors construire sous l'arène un labyrinthe souterrain complexe, connu comme hypogée. Les ingénieurs creusèrent sous l'arène un système de couloirs maçonnés, de salles et de puits. Ces espaces souterrains servaient de coulisses au jeu. On y gardait les fauves sauvages en cage, se préparaient les gladiateurs, se stockaient décors et accessoires. L'hypogée était parcourue de divers mécanismes, surtout ascenseurs et trappes. Les artisans construisirent des dizaines de plateformes d'ascenseurs en bois actionnées par la force humaine, à l'aide de poulies et contrepoids. Ils parvenaient à soulever par exemple une cage avec un fauve directement à la surface de l'arène, où elle s'ouvrait alors soudainement et libérait l'animal devant les spectateurs ébahis. Selon la description des historiens, les techniciens savaient créer l'illusion qu'un décor ou un animal surgissait soudain du sable de l'arène de nulle part, justement grâce à ces ascenseurs et portes à bascule. Le principe des ascenseurs romains dans le Colisée était simple et génial à la fois. Il s'agissait essentiellement d'un palan avec contrepoids. Quand ils avaient besoin de hisser une lourde cage en haut, de l'autre côté de la corde, ils descendaient un contrepoids, par exemple des sacs de sable ou pierre, dans un puits, ce qui soulevait la cage du côté opposé. Plusieurs hommes forts bloquaient alors toute la construction en haut. Au moment où l'effet devait être produit, s'ouvrait un volet, et sur l'arène jaillissait un décor où fauve comme des profondeurs. Les visiteurs du Colisée devaient être stupéfaits par ces trucs. Les effets spéciaux, antiques, fonctionnaient parfaitement et devaient parfois faire presque l'effet de magie. À l'hypogée appartenait aussi une infrastructure ingénieuse. Les espaces sous l'arène étaient parcourus de canaux et conduites d'eau, et aussi plusieurs couloirs menant hors du Colisée, qui servaient à l'inondation éventuelle de l'arène, mais aussi pour l'évacuation des eaux usées et du sang, car après des journées de jeu, il fallait nettoyer le plancher. On pensait aussi à la sécurité des spectateurs. Autour de toute l'arène fut construite une muraille de protection massive, podium, de plus de 4 mètres de hauteur, qui séparait les spectateurs de l'action dans l'arène. Au sommet du podium se trouvaient probablement des barrières métalliques ou filets, pour que les animaux furieux ne puissent pas sauter dans les gradins. Du côté intérieur du podium, menait en outre une galerie surélevée, qu'occupaient les spectateurs les plus importants, sénateurs et fonctionnaires, sur leurs sièges en marbre. Ce n'est qu'au-dessus d'eux que s'élevaient les gradins pour les autres couches de la société. Levons maintenant le regard vers le haut. Au-dessus des galeries de pierre du Colisée s'étendait un autre prodige technique, le vélarium. Ainsi s'appelait la vaste toiture de toile, ou plutôt marquise, qui était tendue au-dessus de la majorité des gradins, pour protéger les spectateurs du soleil brûlant et partiellement aussi de la pluie. Il ne s'agissait pas d'un toit fixe, mais d'un système de toiles et cordages qu'il était possible selon le besoin d'étendre ou de replier. Les bords du Colisée sont ornés encore aujourd'hui, dans la partie supérieure de blocs de pierre avec des trous. Dans ces trous s'enfonçaient des mâts en bois inclinés vers l'extérieur du bâtiment. Sur le pourtour, il pouvait y en avoir autour de 240. On estime plus de 130 à 200 poteaux répartis tous les quelques mètres. Ces mâts formaient un appui pour les cordes et toiles du vélarium. La manipulation même du vélarium était assurée par des hommes spécialement entraînés, des marins de la flotte de guerre romaine. L'empereur affecta une unité de marins de la flotte de Misène, qui étaient habiles dans le maniement des voiles et cordages pour servir cette énorme marquise. Imaginons-les comme les techniciens d'aujourd'hui dans une salle de concert, qui montent et descendent le rideau, sauf qu'ici ils travaillaient avec des toiles de milliers de mètres carrés. Le vélarium se composait de plusieurs segments de toile épaisse, peut-être chanvre ou lin, qui pouvaient être tirés sur des poulies entre les mâts. Quand le soleil tapait, les toiles se tendaient et fournissaient de l'ombre à la majorité des gradins, probablement restés ouverts le centre, au-dessus de l'arène, pour que puisse monter la fumée et l'odeur du combat.
Le service du vélarium devait être très exigeant. Les marins devaient coordonner la descente et tension des sections individuelles de façon que la toile ne flotte pas et résiste à la poussée du vent. Un vent fort aurait pu déchirer l'étoffe ou même renverser les mâts. Il devait donc être prêt à enrouler rapidement le vélarium en cas de besoin. Du point de vue de la préparation de construction, le Colisée devait dès le départ compter avec l'installation du vélarium. Outre les trous pour les mâts se trouvaient sur le pourtour des murs aussi des attaches en pierre et œillets guides pour les cordes. Tout l'amphithéâtre fonctionnait ainsi comme un grand mouillage de toile. La ressemblance avec un bateau n'est pas fortuite. Technologiquement, il est admirable que les Romains aient réussi à couvrir, quoique provisoirement avec des toiles, un espace aussi grand que le Colisée. C'est quelque chose qui même les stades modernes avec toits ajustables ne cessent d'inspirer. Pendant que nous décrivions l'infrastructure technique du Colisée, s'achevaient aussi les sièges et gradins. Autour de l'arène s'élevaient les gradins de pierre. Selon les règles sociales des Romains, les gradins étaient strictement stratifiés. Les places les plus basses sur le podium appartenaient aux sénateurs et notables. Le second niveau de siège appartenait aux chevaliers, classe équestre, et citoyens supérieurs. Le troisième niveau aux citoyens ordinaires, plébéiens, et la galerie la plus haute était destinée aux femmes, pauvres et même esclaves. Au total, le Colisée contenait au moins 50 000 spectateurs assis, peut-être jusqu'à autour de 70 000, si on compte aussi les places debout en haut. Sur tout le pourtour du mur extérieur se trouvaient des 80 entrées numérotées. Au-dessus de 76 d'entre elles pendaient des chiffres romains, qui correspondaient au numéro des billets. Les spectateurs recevaient à l'entrée des jetons en céramique avec le numéro de la porte et du secteur, pour qu'ils arrivent sans confusion à leur place. Grâce au système réfléchi de couloirs et escaliers, vomitoires, l'amphithéâtre colossal parvenait à se remplir ou se vider étonnamment rapidement. On dit qu'en un quart d'heure à une demi-heure, tous les 50 000 gens pouvaient un tour quitter l'arène, ce qui est une performance qui ne ferait pas honte même au stade d'aujourd'hui. En l'an 80 de notre ère, le Colisée était ainsi prêt à ouvrir ses portes toutes grandes. L'ouverture solennelle se déroula avec une pompe digne des empereurs romains. L'empereur Titus, fils de Vespasien, organisa des jeux de 100 jours en l'honneur de l'achèvement de l'amphithéâtre. Pendant ces jeux se succédèrent dans l'arène des dizaines de combats de gladiateurs, chasses aux animaux exotiques et batailles mises en scène. Ce fut un spectacle inouï. On dit que pendant les jeux furent tués quelques 5000 animaux, et un nombre non négligeable de gladiateurs est condamné. Le peuple romain exultait devant ce don de la dynastie flavienne. Un matin de septembre de l'an 80 de notre ère se pressent devant les portes du nouvel amphithéâtre des dizaines de milliers de Romains. Ils affluent à l'intérieur, par les entrées voûtées, numérotées, et entrent avec émerveillement dans les couloirs lumineux de pierre et marbre. Chaque visiteur serre dans sa main un petit billet d'argile avec un numéro, nouveauté, qui lui indique dans quelle section il doit s'asseoir. L'organisation est étonnamment fluide, les gens s'installent rapidement, et quand ils lèvent le regard, s'offre à eux une vue incroyable. Au-dessus de leur tête se courbent 3 étages d'arcades pleines de statues et d'étails ornés, et très haut, on voit tendu le vélarium coloré prêt à fournir de l'ombre. Beaucoup de spectateurs n'arrivent pas à se décider s'il faut admirer plus le spectacle à venir dans l'arène ou l'architecture même de la construction colossale. Quand l'empereur Titus ouvre les jeux et que résonnent les fanfares dans l'arène, l'acclamation de la foule se reflète sur les murs de pierre et monte vers le ciel au-dessus du Colisée. Le Colisée, alors encore appelé amphithéâtre flavien, devint d'un coup le centre de la vie sociale romaine et objet d'admiration des visiteurs de tout l'Empire. Martial, dans ses vers, invite directement l'Égypte et Babylone à ne pas se vanter de leurs pyramides et jardins, car toutes ces œuvres cèdent devant l'amphithéâtre de l'empereur. Par là, le poète confirmait que le Colisée était à juste titre considéré comme une nouvelle merveille du monde. Au sommet de la gloire de la Rome antique, le Colisée se dressait ainsi dans toute sa beauté, comme miracle architectural combinant fonctionnalité et esthétique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
La construction que les Romains bâtirent pour célébrer leur puissance survécut à ses créateurs, et pendant des siècles connut montées et chutes. Quel sort rencontra le Colisée, après que se turent les combats de gladiateurs? Et pourquoi suscite-t-il encore émerveillement et respect? C'est justement là-dessus que nous nous concentrerons dans la partie finale. Nous relierons les connaissances historiques au présent et révélerons l'héritage du Colisée pour le monde d'aujourd'hui. Le Colisée a parcouru un long chemin depuis l'ouverture solennelle en l'an 80 de notre ère jusqu'à nos jours. Pendant plus de 400 ans, il servit son but originel. Le peuple romain y regardait les combats de gladiateurs, chasses aux animaux et autres représentations. Les derniers jeux connus s'y déroulèrent au début du VIe siècle de notre ère. Avec le déclin du pouvoir romain cependant, le Colisée commença à perdre son sens. Quand ne se déroulaient plus les jeux, l'entretien de l'arène géante était coûteux, et ainsi on oublia progressivement la construction. Le temps et les éléments naturels firent leur œuvre. Plusieurs fois le Colisée fut endommagé par des tremblements de terre, importants en 847 et 1231 de notre ère, qui firent s'écrouler de grandes parties de son mur sud. Une partie de l'amphithéâtre partit en cendres dans les éclairs et incendie. Pourtant, cette monumentalité recevait encore du respect même en ruine. Dès le haut Moyen Âge naquit le dicton. Tant que le Colisée tient debout, Rome tient debout. Quand le Colisée tombera, Rome tombera, et avec elle le monde entier. Ces paroles, rapportées par exemple par le moine anglais Bède le Vénérable, témoignent de l'importance du symbole que l'amphithéâtre était devenu même pour les générations postérieures. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, le Colisée servit paradoxalement comme source de pierres de construction. Les puissantes familles romaines, et même certains papes, emportèrent de ces murs des blocs de travertin et marbre pour la construction de leurs propres palais et églises. Par exemple, le célèbre escalier de la basilique Saint-Pierre à Rome est construit avec de la pierre du Colisée. C'est pourquoi nous ne voyons aujourd'hui le Colisée que comme un torse. C'est conservé en pleine hauteur, environ la moitié nord du mur d'enceinte, tandis que la partie sud s'effondra et fournit aux voleurs séculaires un accès facile aux matériaux. Aussi l'arène, aujourd'hui béante de vide. Son fond fut enlevé dès l'Antiquité, si bien que le visiteur regarde des galeries directement dans les chambres découvertes de l'ancien hypogée. Cela fait l'effet d'un labyrinthe souterrain de pierre au milieu de l'ovale. De l'ancien ovale, environ les 2 tiers du matériau se sont perdus. Disparurent aussi toutes les agrafes métalliques, car elles furent taillées et fondues. Pourtant la construction de base, ce squelette de béton et travertin, résista à l'épreuve du temps. Paradoxalement, ce que les Romains cachèrent à l'intérieur, noyau de béton, tient la construction ensemble encore aujourd'hui, tandis que l'ornement extérieur se démonta en partie. Depuis le XVIIIe siècle, l'approche du Colisée changea. Il commença à être considéré comme un monument digne de conservation. Les papes le consacrèrent même symboliquement comme lieu où souffrirent soi-disant des martyrs chrétiens, quoique les cas réellement attestés de martyrs locaux ne soient là pas nombreux. Au milieu de l'arène fut érigée une grande croix, et le Colisée devint un lieu spirituel rappelant les victimes des temps de persécution. Les artistes romantiques des XVIIIe et XIXe siècles chantèrent ensuite la ruine comme majestueux mémento de l'ancienne gloire. Finalement, les patriotes italiens au XIXe siècle et plus tard, le gouvernement de l'Italie unifiée commencèrent à conserver systématiquement le Colisée pour les générations suivantes. À la fin du XIXe siècle, les archéologues enlevèrent les alluvions séculaires et découvrirent pour la première fois tout le labyrinthe souterrain du Colisée, l'hypogée, faisant ainsi revivre les anciens perfectionnements techniques aux yeux de la science moderne. Furent effectuées des consolidations statiques et reconstructions partielles de certaines arcades, pour que la construction ne s'effondre pas. Au XXe et XXIe siècle se déroulent ensuite des travaux de restauration constants, qui protègent l'amphithéâtre colossal contre l'érosion et pollution ultérieure. Aujourd'hui, le Colisée reçoit chaque année autour de 7 millions de visiteurs du monde entier,
et fait partie des monuments les plus visités. Même dans son état à demi écroulé, il fait une impression incroyable. Quand nous nous promenons dans ces couloirs, nous marchons en fait sur les mêmes briques et pierres que posèrent les ouvriers romains il y a 2000 ans. Les ingénieurs modernes sont encore fascinés par la façon dont les constructeurs antiques purent sans technique moderne construire quelque chose d'aussi durable. L'étude du béton romain, par exemple, révéla que certaines de ses propriétés, surtout la résistance dans l'eau de mer, surpassent même les mélanges de béton d'aujourd'hui. Les architectes s'inspirent aussi de la solution de disposition du Colisée. Son agencement des gradins et entrées est si pratique que des principes similaires s'utilisent dans les arènes sportives d'aujourd'hui. Après tout, le mot arène et le concept de piste circulaire ou ovale pour les spectateurs, nous les avons hérités justement des Romains. Ce n'est pas par hasard que le Colisée fut classé en 2007 parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. On apprécie ainsi aussi son importance et sa conservation. Le Colisée est ainsi non seulement un monument du passé, mais aussi un manuel d'architecture et d'ingénierie pour le présent. Il nous montre que des constructions réfléchies et des matériaux de qualité peuvent traverser les siècles. Il rappelle aussi les fameux principes du pain et des jeux. Les dirigeants de l'époque voulaient par là divertir le peuple et se l'attirer, semblablement à la façon dont encore aujourd'hui le divertissement de masse s'utilise parfois pour détourner l'attention des problèmes. Mais en même temps, le Colisée est aujourd'hui un symbole du patrimoine culturel, qui unit les gens à travers le monde dans l'admiration de la créativité humaine. Nous le trouvons sur la pièce italienne de 50 centimes, et les plans pour l'avenir vont encore plus loin. Les ingénieurs italiens travaillent actuellement sur un projet de plancher extractible de l'arène, qui rendrait au Colisée un espace fermé et permettrait la tenue d'événements culturels modernes, sans endommager les précieux souterrains. Même après 2 millénaires, le Colisée peut ainsi revivre d'une nouvelle façon, cette fois pour des concerts et représentations théâtrales au lieu de jeux de gladiateurs. Chaque année s'y déroule par exemple le solennel chemin de croix avec le pape. La reine, originellement païenne, sert ainsi maintenant à des rassemblements pacifiques et à la mémoire. Le Colisée est même devenu symbole de respect pour la vie. Lors d'événements importants, comme l'abolition de la peine de mort dans certains pays, il est éclairé de lumière dorée pour célébrer la vie et l'humanité. L'histoire du Colisée est l'histoire de l'habileté et de l'inventivité humaine. D'un petit lac boueux grandit une construction qui survécut aux empires. Ces pierres virent des empereurs, chevaliers et touristes avec appareils photo. Le Colisée porte en lui aussi un paradoxe particulier. À l'origine, c'était une arène de cruauté et de divertissement sanglant. Aujourd'hui, cependant, il symbolise le patrimoine culturel et unit les gens dans un respect paisible pour le passé. L'œuvre construite par des esclaves pour le plaisir des empereurs s'est transformée en inspiration pour toute l'humanité. Et tant que le Colisée tient debout, il nous rappelle les racines de notre propre civilisation dans la Rome antique. Il montre de quoi l'homme est capable d'accomplir par la volonté, le travail et les connaissances. Je vous remercie pour votre attention et le voyage commun dans le temps lors de la révélation des secrets de la construction du Colisée. Si la vidéo vous a plu, je serai content que vous lui donniez un like et la partagiez avec vos amis. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains épisodes sur les chapitres fascinants de l'histoire. Encore une fois, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.